Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de 22 h. Les titres de l'actualité de ce week-end. Une synergie commune pour une meilleure politique publique. Nous reviendrons donc sur l'action gouvernementale lors d'une synthèse dans quelques instants. Et dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden fait du 19 juin une fête nationale pour marquer la fin de l'esclavage au Texas. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Avant de développer ce titre, ce message donc du chef de l'État qui a salué la mémoire de feu Kenneth Kaunda, l'ancien président zambien et père de la nation de ce pays d'Afrique australe, décédé hier jeudi à l'âge de 97 ans. Digne fils de l'Afrique, il aura été tous les combats en faveur de l'autodétermination du peuple du continent. S'est réjoui du président de la République qui s'est surtout souvenu du précieux appui qu'il a toujours apporté au mouvement engagé dans la lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Il restera gravé aussi dans la mémoire collective de ses compatriotes pour l'engagement sans faille qui fut le sien lors de la mobilisation pour l'indépendance nationale de son pays, a ensuite noté le président de la République. Fin stratège, il forçait l'estime également pour sa capacité exceptionnelle à anticiper les mutations politiques et de société, a par ailleurs souligné le président Ismaël Marguerite, exprimant ses condoléances au peuple et au gouvernement zambien ainsi qu'à la famille, aux proches et amis du défunt. Décédé de suite d'une pneumonie, Kenneth Kaunda a été le premier président de la République de Zambie qui acquit en 1964 son indépendance de la Grande-Bretagne. Il est resté à la magistrature suprême zambienne jusqu'en 1991. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ismaël Marguerite, a décliné les grandes lignes de mission qu'il assigne à son nouveau gouvernement. Cette mise au point du président Guélé est intervenue au couronnement d'un séminaire de 48 heures que les membres du gouvernement eurent dans cette ville d'Arta sous l'autorité du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Les détails avec Ahmed Hamad. Connue pour son climat frais et sa douceur, la région d'Arta a abrité un séminaire sur l'harmonisation et la cohérence de l'action gouvernementale. Et c'est dans une dynamique de mise en œuvre des politiques publiques dont l'objectif est de faire de la République de Djibouti un pays émergent que le gouvernement a organisé cet atelier de réflexion sur l'action gouvernementale. Un séminaire de 2 jours donc qui revêtait son importance. Tous les membres du gouvernement se sont rassemblés au centre d'estivage de Sunny Hill Center. La salle de conférence de ce centre a servi de carrefour de réflexion, un vivier d'idées et de propositions pour améliorer la gouvernance publique et pour mieux construire les politiques publiques. Cette réunion sur la réflexion de l'action gouvernementale avec à l'ordre du jour plusieurs thématiques a pour finalité de se mettre en synergie afin de donner naissance à une véritable intelligence collective au service de la population. En effet, cette capitalisation de la politique nationale d'évaluation est le fruit d'un long processus participatif et inclusif des acteurs étatiques. En d'autres termes, une mission commune, celle de pallier le besoin d'information du citoyen, de contribuer à la vulgarisation des politiques publiques dans notre pays et par-dessous tout ce que chacun puisse apporter sa pierre à la construction de l'édifice national. Un objectif principal, rehausser l'action des acteurs républicains et inciter chacun d'eux à une dynamique donc citoyenne d'action et de participation, véritable gage de la construction d'une Djibouti prospère, unie et solidaire. Cette première journée a porté diverses thématiques. La première a été le cadre géostratégique de Djibouti, précisément la dynamique que connaît la Corne de l'Afrique et les facteurs exogènes dont notre pays fait face. Et un thème que le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a présenté, suivi par l'argentier de la République, Ilyas Moussa Dawalé, qui à son tour a éclairé de sa lanterne la déclinaison quinquennale et la vision 2035. Le ministre des Finances et de l'Économie a, dans sa présentation, montré ce qui a été accompli depuis et les défis à venir. Cette première journée s'est terminée avec une présentation du ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, avec une projection sur l'équilibre budgétaire, l'impact de la pandémie du Covid-19 et les traces sur les finances publiques, le fort rebond de l'économie. Et pour la deuxième journée, le président de la République, Ismaël Marguerite, est venu donc prendre part à ce séminaire. Cette deuxième journée a suivi son cours. Au terme de cette journée, le ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la
la protection sociale, Ibrahim Isman Roblé, a présenté une projection sur l'administration et la mise en œuvre des objectifs globaux et au service des citoyens. En fin de journée, le président a clôturé cet atelier sur l'action gouvernementale. Alors, si l'on pourra retenir quelque chose de cette retraite gouvernementale, on dira que celle-ci visait à contribuer à la promotion d'une bonne gouvernance en développant la culture et la pratique sur l'évaluation à tous les niveaux et dans tous les domaines, avec un objectif principal, celui de rehausser l'action et inciter chez chacun une dynamique citoyenne d'action et de participation inclusive, gage de la construction d'une Djibouti prospère, unie et solidaire au service de son citoyen. Et en ce qui concerne toujours sur l'action gouvernementale, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé, a été l'invité cet après-midi au studio de la radio-télévision de Djibouti pour donner plus de précisions sur cette réunion portant sur l'harmonisation de l'action gouvernementale. Voici ses propos. Le remaniement qui a suivi était une occasion donc pour le président de la République d'impulser encore l'action gouvernementale à travers la restructuration du gouvernement et donc à travers ce décret des attributions. Le Premier ministre a invité l'ensemble du gouvernement, tous les ministres, et à la demande du chef de l'État, d'organiser cette retraite pour que nous puissions trouver l'harmonie dans l'action gouvernementale, agir ensemble. Et donc le maître mot de cette retraite ministérielle, si je peux le résumer ainsi, c'est la coordination, c'est la concertation, c'est la cohésion et c'est la compréhension. L'action gouvernementale doit être collective. J'entends par là, nous avons des relations de travail, même si nous sommes responsables de nos secteurs respectifs, de nos ministères respectifs, nous ne pouvons pas, chacun de façon atomique ou en silo, aboutir aux résultats attendus et fixés par le chef de l'État. C'était au niveau ministériel et entre nous seulement, sous le leadership du Premier ministre, pour faire en sorte à ce que chacun d'entre nous, pour ceux qui étaient présents, et ceux qui étaient déjà ministres, faire un peu le mea culpa sur leur démarche initiale, sur leur démarche précédente. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas réussi? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons constaté donc certaines contre-performances et comment les corriger? Nous sommes en train d'y travailler, d'apporter des réponses et de faire en sorte à ce que cet autre axe stratégique de notre feuille de route qui porte sur la connectivité apporte également une solution. Ces institutions, c'est de faire en sorte à ce que nous puissions réussir à créer des institutions transparentes avec comme base la justice sociale. Ce sont des questions de ce type, des questions extrêmement de fond qui ont été évoquées lors de ces 2 jours. Pour finir, ces institutions, comme le président, je le répète encore une fois, disait hier, il faut faire preuve de beaucoup de créativité et d'agilité pour faire en sorte à ce que nous répondions aux soucis et aux sollicitations de nos compatriotes, de notre population. En ce qui concerne les célébrations du 44e anniversaire de l'indépendance de notre pays, les festivités donc ont démarré, ces festivités culturelles et artistiques lancées hier soir au Palais du Peuple où tous les artistes nationaux, tous genres musicaux et folkloriques confondus, ont présenté un spectacle de chant et de danse au grand plaisir du grand public venu les supporter et profiter des
moment organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cet événement se déroulera dans les 3 communes de la capitale. La finale de ces festivités auront lieu du 26 au 27 juin. C'est dans la nuit au stade Al-Hajj Hassan Gouled à Petite-Donne. يا عسيل الوهيا ايدا لك يا ديعك يا عسيل الوهيا يا عسيل الوهيا اما بنا يوحي كلاله يا عسيل الوهيا يا عسيل الوهيا سريك والعلبو لك سريك والعلبو لك سريك والعلبو صلي حسن هذا الاولى هذا الاولى لا يو هو يا يا ابو الله يلا لا يلا يا الله لا يو هو يا samaha wadaydadan sanadlaha waxaan kula sugaynoon u soo dhawaynaa farxaad iyo salaaniyo uno sareeda الليلة فرحة بلادي يا دنيا غني لنا. Eh bien, nous sommes au mois de juin et comme à l'accoutumée, nous vous proposons une série de reportages sur l'histoire de la lutte pour la libération du pays contre le joug colonial. C'est une autre façon de faire découvrir aux nouvelles générations l'histoire de leur pays. Comme tout un début, nous commençons ce soir par l'arrivée des Français à Obok et la création de la colonie. Obok est la première capitale historique coloniale du pays. C'est dans cette région que les premiers Français se sont installés au XIXe siècle. Le nom d'Obok évoque aussi les premiers contacts européens avec la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui, il reste encore des traces de ce qui constituait déjà à l'époque une découverte importante pour les Français. Ces phares, appelés la Tour Soleillée du nom de cet explorateur français né à Nîmes en avril 1842 et mort à Aden en septembre 86, en est une illustration. Un camp de la colonie sera même construit sur place, comme nous le montrent ces vestiges. Ce phare est toujours en service et permet de guider les bateaux. Les Obokois appellent ces sites Baïti Hayou ou l'ancien Hayou, l'Obok disparu. On nous l'a raconté souvent pour la première fois à l'ancienne Obok. Plus tard, quand nous étions enfants, en les voyant, on courait derrière eux. Les Français nous donnaient des biscuits et des bonbons. Ici, c'est donc la première capitale à partir de Bok qui s'y sont installés à Djibouti. Arthur Rimbaud, célèbre poète français reconverti dans les trafics des armes avec l'Éthiopie, est également passé à Obok en mars 1883 et en août 1887. Obok, c'est aussi l'histoire d'Henri de Montfred, un commerçant et célèbre écrivain français installé à Obok au début du XXe siècle. Il y construit ses navires avec ses propres moyens, dont les plus célèbres, l'Altaïr ou Ataïr en arabe. Henri de Montfred va s'installer à Obok avec sa famille. Sa résidence appartient aujourd'hui à la mission catholique qui dispense des cours pour des élèves de première au 5e année. Une maison qui perpétue la mémoire d'Henri de Montfred. Concernant Montfred,
Il existe toujours des traces de son passage comme l'actuelle mission catholique qui fit sa résidence. Il a été inspiré et écrit plusieurs livres comme Les secrets de la mer Rouge. Aujourd'hui, la descendance des personnes qui travaillaient avec mon frère sont toujours à Obok. C'est par Obok que la colonisation a commencé. Une fois que nous avons compris les méfaits, nous avons été les premiers à nous soulever contre les colons. Léonce Lagarde, qu'on décrit comme les fondateurs de Djibouti, débarque à Obok en août 1894. Le premier édifice, le plus important, a été construit pour lui, la résidence du comte Lagarde, fondateur et gouverneur de la côte française des Somalies. Ces hauts fonctionnaires et diplomates français vont étendre les territoires de la nouvelle colonie vers le sud du golfe de Tadjoura et finit par transférer l'administration vers Djibouti à partir de 1895. Actuellement, la résidence Lagarde est en plein travaux de rénovation et sert à héberger les hôtes des marques du préfet de la région. En somme, l'histoire d'Obok reste étroitement liée à la naissance de Djibouti. Suivra donc la création de la ville de Djibouti. L'administration va se déplacer donc dans la nouvelle ville et c'est à partir de là que l'agglomération Djibouti verra le jour. C'est un autre document de la rédaction. Après Obok, l'administration coloniale va découvrir la rade de Djibouti qui offre des opportunités pour un port plus profond que celui d'Obok. Raison pour laquelle le gouverneur de l'époque, Léonce Lagarde, va signer un traité avec les chefs coutumiers de la région de la rive sud permettant l'installation des Français sur cette partie du pays. Ainsi naîtra la ville de Djibouti qui, au fil du temps, va s'organiser. L'administration coloniale viendra s'installer à Djibouti et les premières constructions verront le jour. Les éleveurs vont se transformer en travailleurs manuels et participeront à la transformation progressive de la cité. Un port moderne pour l'époque sera construit après l'incendie d'un navire, le Fontainebleau, qui a coulé sur la rade de Djibouti. À partir de là, seront construits les quais du nouveau port. Viendra ensuite la voie ferrée qui reliera Djibouti à l'Éthiopie avec une connexion directe sur le port de Djibouti. La population environnante viendra s'installer à Djibouti pour tirer profit de cette métamorphose que connaît Djibouti et également commercer avec la nouvelle cité. Bien sûr, avec cette main-d'œuvre viendront des revendications qui aboutiront à la constitution de syndicats. Les premiers acteurs de ces syndicats, Mahmoud Harbi et Hassan Gouled Abtidon, sont déjà de la partie et jouent un rôle important dans la vie de cette cité. Bien évidemment, la nouvelle cité vivra au rythme des 2 guerres mondiales. Et au cours de la Seconde Guerre mondiale, Djibouti va se vider de ses habitants, du fait d'un blocus imposé par le régime de Vichy. Il faut souligner que de contingents de combattants djiboutiens participaient à cette guerre pour la libération de la France. Ces revendications syndicales prendront au fil du temps la forme de revendications politiques, d'où la naissance d'une conscience politique collective avec des aspirations indépendantistes. C'est donc dans ce Djibouti évolué, politisé, qu'interviendra le référendum de 1958 prévu par la loi cadre fixant le statut de territoire d'outre-mer. L'actualité de ce 22h, c'est aussi ces plaintes pour vol qui ont observé une hausse considérable à la brigade Picadouze Nord. La particularité de ces vols, c'est qu'ils ne se ressemblent pas. Les plaintes allaient du vol à l'arraché au vol en réunion passant par des cambriolages et ce en un laps de temps très réduit. Eh bien, les différentes perquisitions effectuées ont permis la saisie de 30 téléphones portables des différentes marques, issus pour la plupart des vols à l'arraché. Eh bien, confrontés à des preuves irréfutables, tous les membres de cette bande ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés. Le 17 juin 2021 à 11h, ils ont été conduits devant la justice pour répondre de leurs actes. L'équipe nationale djiboutienne se prépare également aux éliminatoires de Doha, de la Coupe arabe qui aura lieu donc dans ce pays. L'équipe nationale se loge actuellement au camp Cheikh Ousmane du PK23. Au bord du bus ultramoderne de l'équipe nationale, l'ambiance était au rendez-vous. Tous les joueurs étaient donc heureux d'avoir gagné contre leurs frères somaliens. Rappelons que c'est la 3e fois que l'équipe nationale effectue une mise au vert dans ces lieux où ils jouissent de tous les moyens nécessaires et les conforts idéaux grâce au colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Qui nous a soutenus et qui a répondu à notre appel. Et je vous dis merci beaucoup et c'était un moment très fort hier. Et c'est à cause de vous qu'on a gagné parce que vous étiez le 2e joueur. Et au secondo, je voulais remercier
au colonel d'état-major de gendarmerie, je suis écrier, un colonel écrier, et d'avoir toujours répondre nos appels quand on dit on fait un stage bloqué au BK23. On vous remercie, vous êtes toujours à côté de nous. Ça c'est chapeau. Et je voulais remercier aussi le président de la fédération qui est toujours à nos côtés, moralement, et qui nous soutient toujours. Sous l'égide du secrétaire d'État à la chargée des sports, le complexe sportif d'Obok a procédé au lancement officiel du tournoi régional du 27 juin. Cet événement riche en couleurs a eu lieu en présence du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le représentant du secrétariat d'État chargé des sports. Les finales des différentes compétitions sont prévues le 25 juin et les remises des récompenses auront lieu le 26 lors de la soirée de la célébration du 44e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Joe Biden instaure un jour férié pour marquer donc la fin de l'esclavage. Le président américain a promulgué ce week-end une loi instaurant un nouveau jour férié fédéral pour commémorer l'émancipation des derniers esclaves au Texas le 19 juin 1865. Eh bien, il y a 156 ans, symbolisant donc à la fois la longue et difficile nuit de l'esclavage et de la soumission et la promesse d'un jour meilleur. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.